souvent grâce au numérique, donc c'est tout ce qui est autour des serious games, etc. On a aussi des résultats qui corroborent cette affirmation très nettement, même si la taille du gain, groupe qui joue avec un jeu numérique versus un support plus classique, la taille du gain n'est pas très importante. Et surtout, le gain est obtenu quand le groupe contrôle, c'est-à-dire le groupe qui est comparé, est dans une situation d'apprentissage passif. Par contre, quand le groupe contrôle est dans une situation d'apprentissage actif, par exemple un projet, par exemple une enquête documentaire, etc., alors l'effet bénéfique du jeu disparaît un petit peu comme si apprendre en jouant était une manière parmi d'autres d'apprendre de façon active. Bien entendu, il y a d'autres façons d'apprendre qu'en jouant qui mobilisent l'activité des élèves. Bien entendu, on n'apprend pas forcément beaucoup, hein, le gain est, comme je l'ai déjà dit, pas très important. Et aussi, c'est intéressant de regarder dans cette littérature parce que parfois, les chercheurs vous disent on a obtenu un effet positif sur l'apprentissage, mais l'apprentissage n'est mesuré que sur le jeu lui-même et pas sur les connaissances scolaires apprises à travers le jeu. Donc il faut regarder précisément cette littérature en disant oui, c'est bien des apprentissages scolaires qui ont été évalués derrière et ça modère les résultats. Sur l'autonomie des apprenants, c'est une autre affirmation qu'on trouve souvent. Là-dessus, les résultats de recherche ne corroborent pas du tout cette affirmation. C'est même le contraire. On a besoin d'être beaucoup plus autonome comme apprenant pour pouvoir apprendre dans des environnements numériques non guidés. Disant ça paraît quand même assez évident. Il y a des mythes négatifs, hein, vous savez, des gens qui disent lire sur écran, lire des documents numériques, lire sur des tablettes, ça détériore les capacités de lecture, les capacités d'attention, les compétences en lecture, etc. Là, il y a une littérature qui est assez ancienne, qui est très intéressante si vous regardez la date de la publication. Si la publication est avant 1999-2000, on a des résultats qui sont assez systématiquement en défaveur de la lecture sur écran. Il faut dire qu'à l'époque, on avait des écrans qui nous envoyaient tellement de lumière dans les yeux qu'il y a une fatigue oculaire. Et puis aussi, peut-être, à l'époque, j'en fais partie, donc nous, les concepteurs de documents, on était peut-être un peu nuls. Hein. Enfin, vous vous souvenez, l'époque des diaporamas, bleu ciel, le fond et rose des lettres. Je veux dire, comment vous voulez lire vous vous souvenez de ces documents numériques avec des lignes qui comportaient plus de 120 caractères. Comment vous voulez que votre œil puisse se repositionner en début de ligne? Donc, nous, les concepteurs, à l'époque, peut-être on faisait n'importe quoi. Donc, tout simplement, on n'a pas bénéficié de l'histoire de l'imprimerie. 5 siècles d'histoire de l'imprimerie, c'est 5 siècles où on a appris le métier de la mise en page. Il faut qu'avec le numérique, on apprenne le métier de la mise en page ou de la mise en espace, si vous voulez, de l'information. Mais sinon, les travaux montrent de façon très intéressante que ce n'est pas du tout une détérioration des compétences, mais au contraire, plus d'exigence. Les lecteurs d'aujourd'hui doivent être beaucoup plus compétents que les lecteurs d'hier. Un élève de 5e aujourd'hui doit être un lecteur beaucoup plus compétent que l'élève de 5e que j'étais, moi. Quand j'étais en 5e, l'immense majorité de mes lectures, qui n'étaient pas très nombreuses, elles étaient choisies pour moi, elles étaient sélectionnées, les auteurs. Aujourd'hui, un lecteur en 5e qui va sur Wikipédia, il a besoin de compétences dans le domaine de la vérification des sources, du croisement des références, de la compréhension de textes multiples. Il est obligatoirement un lecteur, enfin, nous devons former des lecteurs beaucoup plus compétents aujourd'hui qu'hier. Après, il y a le mythe des digital natives, hein, comme si grandir avec un ordinateur, ça facilitait l'apprentissage. Là, il y a des choses qui sont évidentes. C'est pour tous les usages personnels. Toutes les études montrent que, effectivement, utiliser un ordinateur ou un téléphone portable ou une tablette permet d'acquérir des compétences dans ce domaine qui sont extraordinaires, mais pas nécessairement
pour la tâche scolaire qu'on va réaliser avec cet outil. On a fait une petite étude avec des lecteurs MP3 en salle de classe, où on a analysé précisément la façon dont les élèves utilisent des lecteurs MP3 pour écouter un document sonore en langue vivante. Là, on montre très bien que les élèves qui sont en difficulté avec l'utilisation de lecteurs MP3, ce n'est pas ceux qui n'ont pas de lecteur MP3 à la maison, c'est ceux qui sont en difficulté en allemand, puisque nous, c'était l'allemand, la langue qu'on travaillait. Si je dois comprendre un document sonore en anglais, dans un contexte scolaire, il faut que j'organise mon activité d'élève, par exemple, écouter une fois le document en entier, repérer les passages les plus difficiles, et réécouter plusieurs fois le mot ou le passage que je n'ai pas compris. Ça, c'est une tâche scolaire. Le fait d'utiliser un lecteur MP3 pour écouter de la musique n'est en rien prédicteur de ma compétence dans la réalisation de cette tâche scolaire. Donc oui, les digital natives existent. Oui, les compétences qu'ils apprennent sont absolument extraordinaires, encore que, pas chez tous, c'est chez les vrais digital natives, mais ça, contrairement à ce que prétendait Prensky, un inventeur, enfin en tout cas celui qui a écrit le premier article là-dessus, ça n'en fait pas des apprenants plus habiles pour réaliser telle ou telle tâche scolaire, c'est leur spécificité. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est une petite réflexion autour de l'idée d'accepter les apprentissages scolaires pour ce qu'ils sont. Il me semble que dans le domaine des sciences de l'apprentissage, on a compris quelque chose depuis une dizaine d'années à peu près, qui est que la meilleure façon de parler des apprentissages humains, c'est de faire comme si les humains avaient deux grandes capacités d'apprentissage. Une capacité d'apprentissage, on va dire, adaptative, où on apprend les connaissances en s'adaptant à notre environnement. Par exemple, un enfant qui grandit dans un contexte où c'est le français qui est parlé, c'est le français qui va apprendre, alors qu'un enfant qui grandit dans un contexte où c'est l'anglais qui est parlé, c'est l'anglais qui va apprendre. On s'adapte à notre environnement linguistique, culturel, social, physique, etc. Et par ailleurs, les humains sont capables d'apprendre, et ça c'est sans doute comme animal, l'humain, il a une spécificité, sans doute, il y a quelques primates sociaux qui l'ont aussi, cette capacité à apprendre des connaissances qui n'ont pas de valeur adaptative. J'apprends le théorème de Pythagore alors que ça ne me sert à rien dans ma vie quotidienne. J'ai pas plus de frites à la cantine, j'ai pas plus d'amis sur Facebook, etc. Donc j'apprends une connaissance alors qu'elle n'est pas immédiatement utile. Vous voyez, on parle adaptatif. Et ça, cette capacité à apprendre des connaissances comme ça, qui n'ont pas d'utilité immédiate, c'est une capacité assez unique, semble-t-il. Et ce qu'ont repéré les psychologues évolutionnistes, c'est que nous apprenons très facilement de façon adaptative des connaissances primaires, c'est-à-dire des connaissances qui équipent Homo sapiens depuis les débuts d'Homo sapiens. Voilà, caractérisation d'un des domaines des connaissances primaires. Pour le dire autrement, ce sont les connaissances que les enfants qui grandissent dans les sociétés sans école apprennent aussi bien que les enfants qui grandissent dans des sociétés avec école. Ok ? En grandissant, on apprend. Et l'école existe parce que grandir, ça ne suffit pas. Parce qu'au sein de certaines sociétés, le simple fait de grandir, en apprenant les connaissances de notre environnement quotidien, ne suffisent pas pour devenir un adulte. Les connaissances secondaires, celles qui viennent d'apparaître dans l'histoire de l'humanité, les mathématiques, le langage écrit, c'est apparu très récemment. L'hypothèse est toute simple, c'est notre cerveau n'a pas eu le temps d'évoluer pour que le simple fait de grandir nous permette d'apprendre des connaissances comme les mathématiques ou comme la langue écrite. Les apprentissages sur la colonne de gauche mobilisent peu l'attention, alors que les apprentissages sur la colonne de droite
mobilise énormément d'attention. On ne peut pas apprendre de connaissances secondaires sans être attentif. L'apprentissage est inconscient, sans effort, rapide. Du côté gauche, il est implicite, pour dire les choses. Il est fondé sur l'immersion, bien entendu. Les principaux moteurs, ce sont les interactions sociales, l'exploration de l'environnement et le jeu. C'est fascinant de voir tous les mammifères sociaux, pendant leur enfance, vous les observez, qu'est-ce qu'ils font? Ils explorent leur environnement, ils interagissent entre pairs et ils jouent. Et il y a une hypothèse évolutionniste, c'est que même ces activités sont tellement importantes dans nos apprentissages que nous aurions évolué pour les trouver particulièrement plaisantes, amusantes. Et puis, bon, c'est un animal aussi inintéressant qu'un veau. Vous le voyez, on dirait qu'il se régale quoi, de jouer, d'explorer, etc.